de ne pas nous remettre des guérites comme on était installé 130, là, qui est à peu près un modèle des années 50 ou 60, là, et plutôt penser à des systèmes intelligents comme on voit dans les autres juridictions d'Amérique du Nord. Pour les décideurs qui seraient peut-être en train d'écouter en ce moment, là, on a parlé des solutions que vous préférez, mais qu'est-ce qu'on fait à court terme? Est-ce qu'il y a un projet pilote qui pourrait être plus intéressant et dans lequel qu'on devrait prioriser? Monsieur Leblanc? Je pense qu'on devrait d'abord collectivement se dire qu'on s'en va vers la taxe kilométrique. J'ai vraiment l'impression que les projets pilotes le démontrent. Et en Europe, il y a des endroits où on requiert déjà que sur toutes les nouvelles voitures, il y ait l'équipement électronique, le transpondeur, là, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir éventuellement suivre les déplacements à l'heure. Et donc, on va pouvoir, quand on le décidera, imposer une taxe kilométrique. Donc, il faut prendre cette décision-là. C'est clair qu'à partir du moment où il y aurait un nombre suffisamment élevé de véhicules, on pourrait aller de l'avant en disant il y a une taxe kilométrique. Si vous n'avez pas de transpondeur, voici combien vous payez. Puis si vous voulez être mesuré, bien, faites-vous installer un transpondeur. Donc, il y aura une façon éventuellement, assez rapidement, là, peut-être sur 2, 3, 4 ans. Ça correspond à peu près à ce qu'on disait tout à l'heure, quand M. Lannoy disait c'est pour 2018, 2019, je pense. S'il y a des péages sur la ceinture, bien, c'est probablement dans les mêmes eaux où on aura la taxe kilométrique possible. Et quant à moi, c'est la façon d'aller de l'avant. C'est beaucoup plus flexible. On pourra, à ce moment-là, faire des tests sur des zones, faire des tests variables. Le dernier point, c'est qu'en attendant, moi, je pense qu'on devrait tout simplement utiliser des mécanismes tout simples. Moi, je suis pour la simplicité. J'ai un chiffre ici, là, puis je voulais vous le montrer. Le système à Stockholm, avez-vous regardé les coûts d'implantation et les coûts de gestion du système à Stockholm? Je pense que dans l'état actuel des discussions sur l'efficacité gouvernementale, il y aurait une révolte. Ça coûte tellement cher à gérer à Stockholm par rapport aux revenus reçus. Là. Je vais vous laisser parler. Je vais chercher mes chiffres. Quand je vous les dirai, vous allez réagir. Vous allez voir, ce n'est pas si efficace en termes de mesure de perception d'argent par rapport à une simple taxe sur l'essence très rapide et éventuellement, probablement par rapport à une taxe kilométrique, qui, elle, sera un mécanisme probablement permanent. Quelqu'un veut réagir à ça? Il y a de multiples mécanismes. Je pense qu'au niveau du stationnement, là, on pourrait aussi s'entendre que c'est peut-être sur le stationnement que ça serait le plus facile à gérer et sans qu'il y ait des coûts d'infrastructure qui soient, enfin des coûts d'installation et de perception qui soient énormes. Donc peut-être qu'à court terme, je dirais taxer le stationnement et ça pourrait se faire de manière plus étendue à Montréal, mais à d'autres endroits et de manière modulée. Ça pourrait être à court terme, je crois, la meilleure chose à faire. Madame Denis, vous souhaitez réagir? C'est sûr que je vais réagir sur le stationnement parce qu'en effet, il y a une clé là. C'est sûr que là, on parle dans le temps. Là, on reparle sur le fait qu'on n'a toujours pas notre vision globale, ce qui est un peu difficile parce que là, on parle de pistes de proposition sans savoir vraiment où est-ce qu'on veut vraiment s'en aller. Maintenant, c'est certain que le document qui est sur la table nous permet d'avoir des pistes. Je pense qu'il devrait être exploré, en effet, sur... Ça voudrait dire quoi comme coût aussi de mise en place et de gestion pour, en effet, que ça ait du sens pour Montréal à cet égard-là. Et il y a des pistes qui, à court terme, pourraient permettre de contribuer à diminuer la congestion, comme on l'a dit. Si on avait beaucoup plus de voies réservées et beaucoup plus d'autobus qui circulaient, parce qu'encore une fois, comme je le dis, il ne faut pas juste avoir des voies réservées qui sont à vide. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire. C'est comme un aveu d'échec. Alors, il faut qu'il y ait du monde dessus et qui l'utilise. Et ça, c'est sûr que la taxe sur l'essence, c'est rapide. Donc, pour du court terme, on sait qu'à long terme, on souhaite que ça ne fonctionne pas parce qu'on souhaite qu'on sorte du pétrole. Mais pour du court terme, on peut aller chercher de l'argent pour proposer des alternatives et avoir donc des choses. Pour la taxe kilométrique, c'est une voie aussi qui est intéressante. Là, évidemment, le document n'a pas pris en compte vraiment ça pour évaluer les pour, les contre, les tarifs, mais je crois que ce document-là, ce que ça fait, c'est que ça nous met sur la table des possibilités qui doivent être absolument regardées par nos gouvernements de façon détaillée dans le cadre de Montréal. Qu'est-ce que ça signifie pour l'île de Montréal, pour la CMM?
parce qu'on sait qu'il va y avoir une gouvernance qui va être révisée au niveau de la CMM. Alors ça veut dire allez-y, puis allez-y maintenant, parce qu'il y a urgence. Et qu'il va falloir prendre quand même des décisions. Puis à un moment donné, les décisions, il faut les prendre. Et c'est sûr que tant qu'on ne les a pas mis en place, on ne peut pas en voir les bienfaits. Puis on sait que tous les cas, par contre, c'est unanime. La résistance, puis nous, on en a regardé beaucoup dans d'autres dossiers de transport. La résistance est toujours là au début parce que c'est un changement. Et quand c'est mis en place, quand on voit les résultats, souvent, l'acceptation arrive à grands pas. Sur le stationnement, oui, c'est sûr. Comme vous le savez peut-être, il y a plus de 3 millions de cases de stationnement sur l'île de Montréal, juste l'île de Montréal. Ça veut dire quasiment 10% du territoire montréalais qui est dédié pour poser une voiture. Ça ne veut pas dire qu'il y a des voitures sur toutes ces cases. Comme je le disais, il en faut 3 à 5 pour répondre aux besoins d'une personne qui se déplace avec sa voiture. Et je vous donne des exemples. Il y a plein de villes qui ont travaillé là-dessus. Alors évidemment, on a Paris qui a fait vraiment en sorte qu'en 2013, toutes leurs places de stationnement soient payantes. Ils ont diminué l'offre de 9% et ils ont réussi à diminuer le nombre de kilomètres parcourus par véhicule. Vous me direz, ils ont un transport collectif important. Puis, il y a des éléments aussi des choses intéressantes. Londres, ils ont pris l'argent des revenus du stationnement pour offrir, par exemple, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, de prendre le transport collectif gratuitement. Donc, il y a aussi des mesures qui peuvent être intéressantes quand on parle d'équité, d'inéquité, de répondre à des contraintes où les gens seraient opposés à une tarification si on en voit les avantages et surtout des mesures qui sont prises localement pour répondre à des besoins. J'aimerais s'entendre M. Cadieux là-dessus. Sur le stationnement, vous voulez dire? Sur ce qui a été dit dans les dernières minutes, ce que vous souhaitez dire, en fait, sur le sujet. Je voulais aussi réajuster un peu l'approche de l'intermodalité. L'intermodalité est au rendez-vous, ça, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Par contre, l'intermodalité, là, quand on parle du train puis du maritime, et là, c'est limite. On parle de l'île de Montréal, on parle de desservir, évidemment, des commerces, des grandes surfaces. On a encore des grandes surfaces, hein, des épiciers au coin de Saint-Urbain, Mont-Royal et Saint-Laurent, là, qui sont des assez grandes surfaces qui nécessitent évidemment d'importantes livraisons et des livraisons tous les jours. Le train ne passe pas là, le bateau ne passe pas là non plus. Alors, et même sur les berges, même le plus gros centre de distribution sur Coteau-du-Lac, Canadian Tire, qui est un des plus gros centres de distribution, n'a même pas été s'installer sur les berges. Il n'y a pas de train qui passe là non plus. Alors, à un moment donné, il faut que les biens pour la consommation puissent circuler. Je comprends que dans un monde idéal, là, on peut évidemment sortir tous les éléments de transport qui ont une vertu, mais la réalité et la théorie, là, des fois, c'est deux choses qu'il faut ajuster. Pour ce qui est évidemment des efforts qui ont été faits dans l'industrie, il y a de nombreux efforts qui ont été faits au niveau de la responsabilité, au niveau des GES, au niveau des équipements, au niveau des nouveaux équipements normés, qui sont des équipements qui nous coûtent au fil des temps beaucoup plus cher pour évidemment rencontrer les standards d'économie d'énergie. Des fois, je me fais dire « Oui, mais vos camions sont gros, là, vous ne pourriez pas avoir plus des petits camions. » Ce n'est pas une solution, ça non plus, là. À fragmenter 53 pieds en 3 petits camions avec 3 moteurs qui se promènent, peut-être qu'un jour, il sera, oui, au GNL. Dans certaines configurations, ça existe. On a fait beaucoup de tests en transport collectif dans la ville de Québec avec des autobus électriques. Il y a des ratés, hein, il y a des choses évidemment, qu'il faut réajuster. Ça évolue et ça va évoluer. Donc ça, au niveau de la responsabilité de l'industrie, je pense qu'on l'apprend, mais des fois, on nous arrive avec des solutions faciles, là. Vous devriez remplacer vos gros équipements là, par 3 petits camions. Je ne pense pas que ça va régler le problème de la congestion. Ça va augmenter, premièrement, le coût de livraison parce que ça va prendre une capacité humaine beaucoup plus grande pour faire le même voyage, pour mettre les mêmes choses sur les tablettes. Donc, des fois, là, et l'intermodalité, avec Cargo-M, nous sommes tous assis à la même table. Je suis membre du conseil d'administration. Les gens de Cargo-M sont ici. On regarde tous les moyens de transport conjugués. Comment peut-on mieux faire, organiser une meilleure logistique, être plus performant? C'est la solution et c'est la clé, évidemment, de notre économie à nous. Quand je parle de survie économique, de coûts d'opération, il faut passer par là.
On a fait une étude avec Cargo-M, avec la tendance, les déplacements, pour connaître un peu, et c'est un projet sur lequel on va développer aussi des appareils pour que le camionnage puisse être mieux apprivoisé à la circulation en temps réel. C'est une chose qu'on regarde en ce moment, pour laquelle on a fait un projet pilote et auquel tout le monde va y gagner. L'industrie va y gagner et les utilisateurs du réseau vont y gagner parce que le camion ne se lancera probablement pas dans une circulation alors qu'il aura une analyse avec un bidule électronique intelligent dans son véhicule qui pourra lui permettre de connaître en temps réel quelle est la circulation à Montréal. Alors, on développe des outils, évidemment, parallèlement à toutes les approches qu'on parle ici aujourd'hui de l'industrie et de l'intermodalité. Mais l'intermodalité a des limites. Les rails, à moins que vous pensiez qu'on va mettre d'autres chemins de fer à Montréal, peut-être ça serait là, on pourrait en parler, mais s'il faut vivre avec ce que nous avons en ce moment au niveau du rail, là, je peux vous dire que la capacité est pas mal à son maximum. Et vous connaissez un peu aussi la fragilité en ce moment, puis je ne veux pas porter ombrage à un autre mode, mais en ce moment, là, il y a beaucoup de fragilité avec le transport des marchandises. On travaille dans le just-in-time. Le just-in-time, ça ne veut pas dire de dépasser les temps et les vitesses à tout prix. Ça veut dire que les inventaires sont en perpétuel mouvement et c'est la façon économique dont on fonctionne aujourd'hui. Nos magasins aujourd'hui, quand vous rentrez dans des grandes surfaces, ce sont presque des salles d'échantillons. Tout le reste se fait évidemment par des centres de logistique, par de la livraison. Alors ça, ici, il faut conjuguer aussi avec ces nouvelles réalités. Là, vous m'avez donné la parole, là, vous voulez que je coupe. C'est beau. Monsieur Leblanc, peut-être que vous avez les chiffres